Bonsoir, je m'appelle Olivier de Carenfleck, très heureux de vous retrouver dans 100% Politique Week-end. Il est 23h, le Flash Info avec Isabelle Piboulot, les Américains dans le détroit d'Ormuz, et puis lancer des pourparlers sur le nucléaire. C'est ça, finalement, cet accord ce soir, c'est ce qu'engloberait ce mémorandum? Oui, vous avez évidemment raison de le rappeler. Donc c'est un Memorandum of Understanding, donc protocole d'accord techniquement et pas de contrainte juridiquement parlant. C'est vrai qu'on se donne le luxe d'avoir quelques jours devant nous pour avoir de l'espoir. Mais je tiens à dire un truc que côté Iran, ils avaient déjà 60 négociateurs par rapport aux États-Unis, qui en avaient que 10 durant cette phase pour laquelle Islamabad a été l'intermédiaire. Mais quand on voit les différents points qui sont rapportés par Axios ou Bloomberg, par exemple, les points de négociation, ils diffèrent substantiellement. C'est-à-dire que, donc, on rappelle que juridiquement, il y a une problématique puisqu'il n'y a pas de contrainte, bien que l'accord soit signé, puisque pour moi, c'est une prolongation du cessez-le-feu, pour résumer, sous réserve que la question effectivement libanaise dont on parlera tout à l'heure soit réglée, d'une part. Et deuxièmement, la façon dont ça a été paramétré, je pense que cet accord présente un maximum d'angles morts. C'est vraiment la problématique actuelle. Quels angles morts, très clairement? En fait, les angles morts, tout simplement, c'est l'issue des 60 jours en fait, du cessez-le-feu. C'est-à-dire que la question fondamentale qui a été mentionnée par votre reporter n'est pas résolue, alors que c'était en substance l'origine du conflit. C'est-à-dire la question de l'arme nucléaire n'a pas été traitée. Et sur les autres points qui sont censés être substantiels aussi, c'est-à-dire la réouverture du détroit d'Ormuz, les États-Unis indiquent... Il annonce à l'instant la réouverture du détroit d'Ormuz, Donald Trump. Voilà, ça vient... Navires du monde entier, démarrez vos moteurs, que le pétrole coule. Voilà, donc c'est annoncé à l'instant. Encore une fois, c'est annoncé à l'instant, mais les annonces de Trump, on le voit depuis un mois, ne calment... n'ont pas d'impact sur les marchés financiers, forcément. C'est-à-dire que le prix du Brent, typiquement, pour le pétrole... plafonne autour des $90 depuis déjà quelques temps. Ce que j'entends par là, c'est que la symétrie des négociations, elle est évidente. D'un côté, on dit réouverture du détroit d'Ormuz. J'attends de voir la réaction de l'Iran, voir si ce que l'Iran avait mis en place il y a quelques temps, le Hormuz Safe, c'est-à-dire les droits maritimes payables en crypto-monnaie, c'était supposé être exercé de concert avec Oman. Donc là, j'attends de voir cette semaine comment l'Iran interprète ce qu'ils appellent la réouverture du détroit d'Ormuz. Et deuxièmement, pour les questions un peu plus substantielles, autrement dit du nucléaire, pour moi, ça doit être évidemment ciblé temporellement. C'est-à-dire, à l'issue, typiquement des 60 jours, il faudrait que le protocole énonce que la question du nucléaire soit réglée. Parce que là, ce sont juste des pourparlers pendant 60 jours. Voilà ce qu'ils annoncent. Donald Trump, lui, annonce de son côté la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus naval américain. Alors, est-ce que cela veut dire que dans les jours qui viennent, les Français vont voir le prix à la pompe baisser? Pas sûr que ce soit aussi simple que ça, mais on va se pencher sur la question. À trouver une solution alors qu'il y avait un statu quo ces dernières heures. Temporairement, je dirais que pour Donald Trump, les conditions sont parfaites d'un point de vue des marchés financiers, encore une fois. Peu importe ce qu'il dit, le marché financier reste relativement calme, en fait, par rapport au prix du pétrole, ce qui est un peu le point essentiel par rapport au blocage du détroit d'Ormuz. Donc, côté Donald Trump, je dirais que c'est partiellement convenable, en tout cas jusqu'aux élections de mi-novembre, à voir ce qui se passe. Par contre, sur le fond, j'ai un problème, c'est la question de la dilution de l'uranium enrichi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Iraniens disaient, dans le cadre de ce protocole d'accord, à voir la façon dont c'est présenté cette semaine exactement, mais les Iraniens disaient, voilà, nous allons diluer nos stocks d'uranium à moins de 60%. Mais diluer, ça ne veut pas dire enlever notre capacité en termes d'infrastructure, en termes de production, de suivi, etc. Ce qui fait que je minimiserai la façon dont ça a été présenté par Donald Trump. C'est tout simplement une course contre la montre. Mais ici, la problématique, c'est que les Iraniens sont beaucoup plus, malheureusement, puisque c'est pas une démocratie, ils sont beaucoup plus sereins qu'avant, puisque là, ils gagnent 60 jours. Mais ça ne veut pas dire que les gardiens de la révolution n'auront pas de recettes financièrement parlant, durant ce laps de temps. Donc j'attends de voir vraiment la façon dont le détroit d'Ormuz, dont sa réouverture est faite, pour voir la façon dont les gens à la tête de l'Iran, donc ce régime, s'approvisionnera financièrement durant ce laps de temps. C'est vraiment la problématique. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure concernant Est-ce que la République islamique d'Iran va faire pression sur le Hezbollah pour que le Hezbollah cesse ses frappes et que le cessez-le-feu soit respecté, puisque c'est l'inconnu. Peut-on faire confiance aujourd'hui à la République islamique d'Iran? Quelles consignes, si je puis dire, vont-ils donner au Hezbollah? Voilà une question majeure ce soir.
Effectivement, on n'a pas de réponse définitive à la façon dont la consigne a été adressée, mais eu égard au fait que les partis avancent de part et d'autre leurs arguments, c'est vrai qu'il est fort à parier cette semaine qu'ils aillent plutôt dans le sens du cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il y ait cette instruction du Hezbollah. Maintenant, sur la deuxième question qui concerne la confiance accordée à l'Iran, en lisant les arguments avancés dans le cadre du protocole d'accord par l'Iran, j'ai un problème en lisant ça. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je l'avais déjà dit sur votre plateau, donc le père de l'ayatollah actuel avait émis une fatwa à l'époque qui disait nous n'aurons pas d'armes nucléaires, pour résumer, d'accord ? En tout cas, nous ne ferons pas la guerre avec l'arme nucléaire. Donc cette fatwa a disparu avec la mort du précédent ayatollah. Maintenant, on a son fils. Et dans les bullet points que j'ai vus, les Iraniens avançaient l'argument suivant. Nous vous promettons en gros que nous ne détiendrons pas l'arme nucléaire. Mais ça revient à la discussion qu'on a eue il y a quelques minutes, c'est-à-dire la confiance qu'on peut leur accorder. Puisque la fatwa disparaît avec la personne qui l'avait émise, c'est-à-dire le père de l'ayatollah actuel. Donc actuellement, d'un point de vue juridico-religieux chez eux, il n'y a pas de fatwa qui interdise en fait l'arme nucléaire. Donc c'est uniquement des paroles qui sont avancées. Donc pour la question de leur faire confiance, rien que ce point-là, ça m'inquiète sur la... Mais qui est à la tête aujourd'hui de la République islamique d'Iran ? Est-ce qu'on est, alors je ne sais pas si on peut employer le terme modéré, en tout cas, puisque on peut imaginer que des têtes ont été coupées, oui. Est-ce que ce sont finalement une frange plus dure aujourd'hui qui est aux manettes ? À 100%, ouais. Ça s'appelle le clan Habib en fait en l'occurrence. Donc c'est la partie la plus rigide et même dure en fait de tous ceux qui ont fait la guerre. À l'époque, entre 80 et 88, Irak en l'occurrence. Donc c'est très problématique puisque c'est la frange la plus solide et les plus costauds d'un point de vue militaire et même d'un point de vue des négociations. Ils seront infranchissables s'ils ne parviennent pas à ce qu'ils veulent. Ce qui fait que pour moi, il y a un peu l'argument avancé par l'Iran, c'est un peu fallacieux, puisque d'un côté ils disent « Ok, on n'aura pas d'armes nucléaires », mais ils disent « On veut uniquement diluer le stock d'uranium enrichi, sans toucher nos infrastructures ». Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu avéré durant ce laps de temps, mais on n'a que les paroles avancées par les Iraniens pour nous rassurer. Et vous avez eu la réponse tout à l'heure sur votre plateau. C'est un petit peu compliqué, on avance un peu à l'aveugle à minima durant les semaines qui vont suivre. Laurent Cossottier est toujours en liaison avec nous. Nous l'avons retrouvé. On avance à l'aveugle, nous disent. Cela peut être aussi l'objet de l'échange de ce dîner mercredi prochain à Versailles et de l'échange durant le G7 qui démarre demain, donc à Évian. Oui, exactement. Donc s'il n'y a pas de vicissitude particulière entre-temps, c'est vrai que ce qu'avait annoncé Macron déjà il y a beaucoup plus d'un mois quand il avait fait sa visite à Tokyo, vous savez, avec la Première ministre, il avait indiqué ce que vous avez dit, c'est-à-dire une fois que la guerre s'arrête concrètement, on pourra exercer une opération de supervision pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Est-ce que nous sommes à la fin de la guerre ? C'est ça aussi la question, c'est encore flou là. Vous en demandez un peu trop. J'en demande un peu trop, mais on parle d'un accord, on est plus dans un cessez-le-feu de 60 jours. Je peux essayer d'apporter une petite réponse. Allez-y. Mais, sur des points très économiques, vous avez mentionné le coût de l'énergie ici, donc notamment des carburants. Malheureusement, j'ai pas l'impression que sur le court terme, c'est-à-dire sur les 2-3 prochaines années, il y ait une diminution flagrante de nos prix à la pompe. Pourquoi ? Parce que cette expérience-là, admettons que théoriquement la guerre s'arrête sans condition, d'accord, et qu'on revienne littéralement à l'état originel de février 2026, les armateurs, dont le français CMA-CGM, est bien au courant que les primes d'assurance, vous savez, peuvent augmenter entre 1000 et 3000% dû au fait que le trafic est considéré comme soumis à un potentiel de guerre. Et à ce moment-là, ça monte énormément. Donc ces armateurs-là ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ça peut malheureusement revenir à tout moment. Et ça veut dire quoi en pratique ? Que ces armateurs-là, qui approvisionnent notre énergie à l'origine via le détroit d'Ormuz, devront trouver des alternatives, via le cap de Bonne-Espérance par exemple, vous savez, Afrique du Sud. Mais ça rallonge encore plus le trajet, le coût de l'énergie du trajet lui-même. Et du coup, le prix à la pompe indirectement. Donc moi, je serais plus d'avis de dire, faisons attention par rapport au futur des prix à la pompe. Et deuxièmement, voyons ce qui se passe, parce que là, je vois clairement une réorganisation du Moyen-Orient. Il y a des oléoducs qui sont en train de se construire aux Émirats arabes unis, et un substantiel aussi qui nécessite à peu près 55 milliards de dollars. Ça, c'est en Arabie saoudite, qui se déverserait directement vers le golfe d'Oman. Vous voyez un peu. Donc, quelles seront les conséquences directes de ce Moyen-Orient qui se redessine sur la distribution de l'énergie ? Très probablement, on aura une avancée en termes d'approvisionnement de l'Arabie saoudite, qui même durant le cœur du conflit distribuait quand même, arrivait à exporter 6 millions de barils par jour quand même, hein, ce qui est pas peu, mais par rapport aux 20 millions originaux, bon, ça fait quand même
une petite partie. In fine, on en parlera peut-être plus tard sur votre plateau, mais j'ai l'impression qu'il y a, vous savez, on parle beaucoup d'un axe Riyad, Islamabad, Ankara et Le Caire qui est en train de se construire potentiellement. Et ça, je pense que ça peut redessiner largement la carte géopolitique du Moyen-Orient. Et par rapport à Israël, ce qui va être problématique, c'est le respect ou pas des accords d'Abraham qui avaient été signés en 2020. Récemment, Trump avait annoncé il y a 2 semaines à peu près, avait même exhorté le Pakistan et d'autres pays, vous savez, à accepter les accords d'Abraham, c'est-à-dire on ne touche pas à Israël pour résumer. En l'occurrence, ils ne l'ont pas accepté. Donc moi, j'attends de voir quel pays du Moyen-Orient, dans les semaines à venir, accepte de rentrer concrètement dans le jeu des accords d'Abraham pour qu'Israël se sente un peu respirer. Minuit et demi sur CNews. On le Unis donne ce soir finalement du sursis aux mollahs. Il leur donne du temps. Il leur donne du temps pour peut-être se réarmer, pour peut-être se refaire une santé. 60 jours. Est-ce que c'est une hypothèse crédible? Alors oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de réactions qui vont dans ce sens-là. Ouais, malheureusement, vous me donnez un peu de grain à moudre parce qu'il y a une grosse réalité dans ce que vous dites. Pour moi, les arguments qui étaient avancés par l'Iran, c'était donc déblocage du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire retraite des troupes maritimes US. C'était possibilité de conserver l'uranium enrichi. Et troisièmement, le dégel de leurs actifs, d'accord? Si avant crise, on se place, on l'a dit tout à l'heure, je crois, en février 2026, par jour, c'était l'équivalent de 1,5 milliard de dollars, vous savez, de recettes pour les gardiens de la Révolution. Et là, les 24 milliards, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'eux, ils peuvent prétendre dans une situation qui reviendrait en arrière. Autrement dit, les arguments de contrainte vis-à-vis de l'Iran étaient quasiment néants dans le cadre de ces négociations. C'est ça la vraie problématique. Tout à l'heure, on a parlé de l'énergie et par rapport à l'approvisionnement, je vous ai cité l'armateur CMA-CGM qui va peut-être devoir faire des réajustements. C'est un Français. Alors effectivement, il va bien falloir réfléchir au prix de notre énergie d'une part, mais je rejoins un peu ce qui s'est dit sur le plateau. Tant que concrètement on n'arrive pas à voir la façon dont le détroit d'Ormuz sera maîtrisé, parce que d'après les dernières informations que j'ai, c'est Oman qui détient avec l'Iran la capacité malheureusement de bloquer ce passage-là. C'est-à-dire que, vous savez, il y a la convention de 1982, Montego Bay, qui théoriquement stipule la chose suivante, c'est-à-dire que personne n'aura accès, et il liste les différents coins de la Terre, concrètement les passages maritimes où il n'y a pas de propriété à acquérir dessus. Donc en l'occurrence, l'Iran, théoriquement, n'a pas le droit d'instaurer des droits de passage. Mais là, comme rien n'est fixé, et que la confiance qu'on peut accorder aux gardiens de la Révolution se base uniquement sur leurs paroles, je trouve que je pense que la France aura son mot à dire durant les 2 jours qui suivent. Et l'Iran qui dit que des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici 60 jours. Voilà. Les conséquences des frappes américaines qui ont été assez solides et massives. Est-ce qu'il y a eu des rapports qui sont sortis pour savoir si la République islamique d'Iran a été malgré tout affaiblie par ces frappes? On a la centrale de Natanz, par exemple, donc c'est une question nucléaire s'il en est. Donc effectivement, en termes d'infrastructures, il y a eu des zones et des infrastructures qui ont été touchées, mais in fine, dans la mesure où on sait très bien que les ressources peuvent se trouver à plusieurs centaines de mètres sous le sol, par l'uranium enrichi, etc., c'est une problématique qui vise à dire en combien de temps, est-ce que durant les 60 jours, les Iraniens seront en mesure ou pas de rapatrier sur la terre ferme, si je puis dire, les ressources qui ont été enfouies. Donc c'est compliqué aussi. Mais bon, pour parler de façon plus large, à part les ressources, pour revenir très brièvement sur le rôle de la France, je réfléchissais un petit peu. On a eu tout à l'heure, c'était M. Costantini qui mentionnait ça à l'écran, mais l'accord de JCPOA, donc le traité de Vienne en 2015, sous Obama, qui visait à dire, voilà, quand Iran, tu feras attention à ce que tu fais, on va te superviser, tu ne pourras pas t'enrichir à hauteur de X% en termes d'uranium. Ce qui signifie qu'il y a eu un défaut de la part de l'Agence internationale sur l'énergie atomique jusqu'à présent, d'avoir supervisé l'Iran. Autrement dit, on n'a pas eu de moyen de coercition vis-à-vis de l'Iran. Donc la France pourrait potentiellement, durant ce G7, dire « Moi, France, je n'ai pas envie de retourner à une situation en 2015 ». Autrement dit, on n'a pas réussi à voir ce qui se passait réellement en Iran. Il faudrait à la fois coupler des gens sur place, si vraiment le conflit s'arrête, et deuxièmement, trouver des moyens de coercition juridiquement et économiquement vis-à-vis de l'Iran. Bon, on va suivre tout cela très près. On va prendre la direction des États-Unis. Cet accord entre les États-Unis et l'Iran, on va suivre tout cela tout au long des prochaines heures, des prochains jours. Un grand merci à Coralie Delaplace, Nathalie Lepelletier et toutes les équipes de m'avoir aidé à préparer cette émission. À très vite sur CNews.